Alors quand on parle de biologie, on parle le plus souvent aujourd'hui de biotechnologie, c'est-à-dire d'une biologie appliquée à des questions de santé, d'environnement, d'agronomie. Ce faisant, on oublie que la biologie, c'est aussi une discipline théorique, une discipline qui essaie de réfléchir au vivant, qui ne se contente pas de manipuler le vivant, mais qui essaie aussi de le comprendre d'où il vient, s'interroge sur l'histoire de la vie, de comprendre comment il fonctionne, et puis de résoudre des vieilles questions, vieilles comme la Genèse, comme d'où viennent les millions d'espèces qui ont vécu sur cette terre, qui y vivent et qui y vivront. Bref, d'où vient l'évolution, comment est-ce qu'elle fonctionne. Pour discuter de tout cela, nous recevons aujourd'hui Éric Batteste. Bonjour. Bonjour. Éric Batteste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes titulaire de 2 doctorats et vous co-animez une équipe de biologie de l'évolution à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de Tous entrelacés, des gènes aux superorganismes, les réseaux de l'évolution qui vient de sortir chez Belin. Ce livre parle d'évolution, vous êtes spécialiste de biologie de l'évolution, et une image que l'on a souvent quand on pense à l'évolution, c'est l'image d'un arbre. Alors autrefois l'arbre du vivant, autrefois il y avait l'homme tout en haut de cet arbre, aujourd'hui c'est plus diversifié, l'homme n'est qu'une des branches finales, mais l'idée d'arbre reste l'image, la métaphore classique. Pourtant à parcourir les 400 pages de votre livre, riche en illustrations, il n'y a pas d'arbre dans ce livre. Pourquoi ? C'est exact que l'arbre est une image, une métaphore importante pour penser l'évolution, et c'est aussi exact qu'il n'y a pas ou peu d'arbres dans mon livre. En fait les arbres sont cachés dans autre chose, ils sont englobés dans une charpente plus générale, charpente qui permet à l'évolution de se dérouler. Mon idée, mais qui est en fait l'idée de beaucoup de gens, c'est que les lignées qui sont décrites par un arbre du vivant n'évoluent pas seules. Elles s'appuient les unes sur les autres, elles n'évoluent pas hors sol, elles existent dans un environnement sur lequel elles prennent aussi appui et d'ailleurs qu'elles modifient. Donc un arbre, c'est une vision intéressante mais partielle de la diversité biologique. Et donc si on veut décrire l'évolution des formes de vie, à mon sens, on doit décrire l'évolution d'une charpente plus complexe que l'évolution d'un arbre. Alors un des arbres les plus anciens qu'on trouve, c'est un fameux croquis qu'on voit dans les brouillons de Darwin où il élabore cette idée d'arbre. Quand on parle d'évolution, on parle de darwinisme. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à reconsidérer la théorie darwinienne, disons, dans un cadre plus large? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas expliquer aujourd'hui de la biologie qui vous amène à la repenser? Alors, sans vouloir réduire la pensée darwinienne, je ne serais probablement pas capable moi-même de résumer la complexité de cette pensée, il y a quelques chemins de réflexion qui me paraissent importants. Par exemple, quand vous parlez d'un arbre, vous parlez finalement d'une relation entre un ancêtre et ses descendants pour identifier une branche de l'arbre. Or, il y a un certain nombre de lignées d'éléments biologiques qui ont plusieurs ancêtres. Donc pour les décrire, pour décrire cela, il faut un réseau. Il faut pouvoir montrer comment plusieurs lignées se marient, comment plusieurs ancêtres contribuent des parties parfois différentes de leurs informations génétiques pour créer une nouvelle lignée hybride, chimère, qui va ensuite continuer à se développer. Ça, c'est un cas typique où la théorie darwinienne a une difficulté à penser, parce que la théorie darwinienne pense la continuité. Elle pense finalement des processus graduels. Et là, nous avons un cas de figure où nous avons un saut dans l'évolution. Nous avons un bond éventuellement de complexité, un mélange qui fait qu'on n'a pas de la continuité. Les descendants ne sont pas à l'image directe de leur ancêtre, parce qu'ils ont plusieurs ancêtres. Cette idée de lignée qui a plusieurs ancêtres est contre-intuitive. Est-ce que vous en auriez des exemples à nous proposer? Alors je dirais qu'elle est intuitive et contre-intuitive. Par exemple, si on pense simplement à nous, petits individus, nous avons généralement un papa et une maman. Donc nous avons généralement 2 contributeurs pour garantir la diversité de notre patrimoine génétique. Bon, les lignées, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas, mais l'exemple le plus emblématique, c'est la cellule eucaryote. Nous sommes des eucaryotes, c'est-à-dire que nos cellules ont un ADN, une information génétique entourée dans un noyau. Ça, c'est la cellule eucaryote, avec son noyau qui entoure l'information génétique. C'est le résultat d'une endosymbiose entre une ancienne bactérie qui était libre et une ancienne archébactérie, donc 2 micro-organismes très différents qui sont entrés dans cette relation, l'un hôte de l'autre endosymbionte, qui ont donné une nouvelle forme d'organisation cellulaire, la cellule eucaryote. Et l'histoire se renouvelle avec l'évolution de la lignée verte et diverses algues qui sont en fait le résultat d'endosymbiose d'autres bactéries qui vont être les ancêtres des chloroplastes, des plastes capables de faire la photosynthèse.
Alors vous nous parlez d'endosymbiose, c'est-à-dire une symbiose qui implique deux cellules, l'une étant dans l'autre. Plus généralement, vous revenez souvent dans votre livre sur l'idée que la symbiose, que l'on présente souvent un peu comme une originalité, une curiosité dans l'histoire du vivant, en fait n'est pas l'exception mais la règle. C'est vrai que quand j'observe le vivant, tendance à voir beaucoup de dépendances. Pas forcément des interdépendances, mais des dépendances, c'est-à-dire des organismes qui, sans d'autres organismes, auraient du mal à vivre. Alors, on a un petit peu ce constat aussi quand on essaye d'analyser la diversité des bactéries, par exemple. On a découvert il y a 2 ans que 50% des lignées bactériennes nous étaient inconnues, et donc tout un pan de la diversité bactérienne a été découvert, et ce sont toutes des bactéries extrêmement petites, avec des ADN extrêmement réduits, avec des informations génétiques incomplètes, au sens où, si vous prenez ces cellules en isolation, elles n'arriveront probablement pas à vivre seules. L'explication qu'en donnent leurs découvreurs, c'est que ces bactéries très réduites vivent associées avec d'autres organismes. Donc on aurait, si cela est exact, au moins 50% des bactéries qui seraient impliquées dans des symbioses. Elles ne peuvent pas vivre seules. C'est une des hypothèses qui est faite, elles viennent d'être découvertes il y a 2 ans, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois elles sont extrêmement diverses, en termes d'arbres du vivant dont nous parlions préalablement, elles représenteraient la moitié des branches des bactéries, et on n'a pas pu toutes les cultiver, très loin de là. En fait, on n'arrive pas à les cultiver, c'est une des conséquences probablement du fait qu'elles vivent en communauté, et que quand on est un biologiste, un microbiologiste, on essaye souvent de cultiver les organismes, non pas en communauté, mais en culture pure, une souche à la fois, une espèce à la fois, un clone à la fois. Et donc, on a ici un gros point d'interrogation. Comment vivent finalement 50% de ces bactéries qui viennent d'être découvertes? 50% de la biodiversité du monde bactérien qui nous est inconnu. Mais ça, c'est pour donner un exemple tout juste découvert. On a d'autres exemples de symbiose avec des bactéries, symbiose syntrophique par exemple, où on a finalement des partenaires qui se nourrissent l'un l'autre. Donc là, ici, on a des formes de coopération énergétique, coopération métabolique entre différentes cellules. Je vous cite toujours à propos de ces symbioses, vous écrivez « La planète est peuplée de collectifs composés d'individus incapables de s'en sortir isolément ». Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il me semble que ce qui est essentiel en biologie, ce sont les interactions, donc les liens. J'imagine bien la biologie comme une science des liens et l'évolution comme une science de la dynamique de ces liens. Il y a des exemples justement de ces collectifs composés d'individus incapables de s'en sortir isolément. Vous prenez à un moment l'exemple du paralytique qui avancerait sur les épaules de l'aveugle le guidant. Alors le paralytique doit guider l'aveugle. Voilà. Et puis, effectivement, celui qui a des jambes peut marcher. Cette métaphore-là est intéressante parce qu'on a finalement des éléments d'un groupe et ces éléments se complètent, se complémentent. À eux seuls, les membres de ce groupe ne peuvent pas réaliser la fonction globale, se diriger vers un endroit précis, mais ensemble, ils y arrivent. Ça veut dire que chacun est sous-fonctionnel, mais qu'ensemble, ils arrivent à réaliser la fonction. Cette idée-là, on l'observe à tous les niveaux d'organisation biologique. On a des associations de molécules, on a des associations de protéines codées par des gènes, on a des associations de cellules. Et puis, à une échelle plus élevée, je mettrais au défi n'importe quel herbivore et nous-mêmes de vivre sans les bactéries qui sont dans nos intestins. Alors cette question des bactéries dans le système digestif, sur la peau, sur différentes muqueuses, est une des grandes percées de la recherche en biologie depuis 15 ans. C'est ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble de ces micro-organismes, notamment des bactéries, qui vivent en symbiose étroite avec le corps humain. Vous appuyant sur cette idée de microbiote, vous introduisez un nouveau terme que j'avais rarement lu avant, qui s'appelle un holobionte. Qu'est-ce que c'est qu'un holobionte? Le terme n'est pas de moi. L'holobionte, c'est finalement cette totalité qui vit en s'appuyant sur différentes instructions génétiques et différentes capacités. C'est une association entre les gènes et les corps animaux, par exemple, et les gènes et les corps microbiens qui peuplent ce corps animal. Et de cette association entre des microbes et des animaux surgit en fait un certain nombre de propriétés qu'on attribuait autrefois aux animaux seuls. On disait « Ah, le propre de tel animal ou le propre de l'homme, c'est… » et on pointait du doigt un trait particulier. Il est tout à fait possible que ces traits absolument particuliers soient construits, en fait, à la fois par les microbes
et par les animaux qui les hébergent. Donc nos comportements, par exemple, peuvent être le résultat de l'influence des microbes qui, à l'intérieur de notre corps, produisent un certain nombre de molécules qui circulent dans notre sang et de l'effet de notre corps qui a accueilli ces microbes. Donc on a une construction commune, collective d'un certain nombre de traits. La théorie de l'holobionte, c'est une théorie forte et c'est ça qu'elle nous dit. On pensait regarder des organismes, on pensait qu'ils étaient causés par finalement simplement leurs gènes à eux. Or ces organismes sont une communauté, ils sont un collectif et ils sont causés en partie par l'interaction de différents gènes provenant de différentes sources qui vivent ensemble. Alors ça, de cette manière, ce n'est pas très nouveau. On savait bien que les ruminants, par exemple, ne peuvent digérer l'herbe que grâce aux bactéries de leur panse gastrique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette théorie de l'holobionte? Qu'est-ce que cela apporte de nouveau par rapport Oui, vous avez entièrement raison. En fait, ça change beaucoup de choses, à mon point de vue. Et il faut savoir que cette théorie est débattue, justement parce qu'elle change beaucoup de choses. Quand on est un zoologiste et puis qu'on étudie l'évolution des animaux ou la morphologie des animaux, on se dit que normalement, on ne va pas trop se préoccuper de microbiologie. Quand on pense en termes d'holobionte, on doit se préoccuper de microbiologie. C'est-à-dire que pour être un bon zoologiste, on doit travailler avec des bactéries, réaliser des infections des animaux, mais aussi travailler avec des antibiotiques, supprimer les microbes qui vivent sur les animaux pour voir dans quelle mesure cela affecte le développement des animaux, les comportements des animaux et notamment les comportements reproducteurs. Et là, on entre dans quelque chose qui est important théoriquement parce qu'il a été démontré que certains microbes, associés par exemple avec des drosophiles, influencent le choix des partenaires. Donc le choix des partenaires sexuels, c'est le début de l'évolution de groupes reproducteurs isolés. Il y a des microbes qui sont partagés entre certaines mouches qui font que ces mouches-là vont avoir tendance à se reproduire entre elles, plutôt qu'avec d'autres mouches de la population. Il y a également des microbes qui disent non à la reproduction entre différents individus. Il y a des guêpes, parce qu'elles possèdent des microbes associés avec leur corps, qui ne pourront pas avoir des descendants viables. En revanche, si on leur donne des antibiotiques, qu'on supprime ces microbes, les descendants de ces guêpes seront viables. Donc ici, les microbes marquent la barrière de l'espèce. Ce n'est pas dans les gènes des guêpes, mais c'est dans la présence des microbes associés qu'il devient impossible d'avoir une reproduction entre cette guêpe-ci et cette guêpe-là. Donc là, ça change beaucoup de choses, parce qu'on commence à toucher à quoi? L'évolution des espèces, l'apparition des espèces, le maintien d'une isolation reproductive. Voilà quelques exemples qui font que les holobiontes et la découverte des microbes changent en fait beaucoup de choses. Changement des pratiques, par exemple dans les disciplines qui étudient les animaux, et pour expliquer l'origine des espèces, on doit maintenant penser non pas seulement en termes de génétique des hôtes, mais en termes également de symbiose impliquant les microbes. Est-ce que vous écrivez également que la symbiose peut créer des espèces, c'est un facteur de spéciation? Là, c'était les exemples que j'avais cités qui vont dans ce sens-là. Choix des partenaires privilégiés, stérilisation des descendants d'individus qui, sans les microbes, seraient malgré tout fertiles. On est exactement dans ces thématiques-là. Alors si on en revient au darwinisme dont on parlait tout à l'heure, comme vous le disiez à juste titre, c'est une théorie complexe, pleine de ramifications. Est-ce qu'un résumé qui consisterait à dire la sélection naturelle porte sur les individus les mieux adaptés aux conditions de vie de leur époque vous paraît un résumé correct? C'est un raccourci parce qu'évidemment il va y avoir une part aussi pour les théories neutralistes qui vont expliquer qu'il y a de la diversité sur Terre, pas simplement comme le résultat de la sélection naturelle. Quand il y a des petites populations, on s'attend à ce que le hasard joue un plus grand rôle. Je ne sais pas quelle est la suite de votre question, mais sur cette question-là, je dirais que le résumé est un petit peu une image, une métaphore populaire de dire c'est la survie du plus apte. D'accord. Mais c'est plus compliqué, le darwinisme déjà. Parce que ce qui m'a intéressé dans cette définition même imparfaite, c'était l'idée d'individu. Et à vous lire, on a l'impression qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un individu en biologie. Qu'est-ce qui compte pour un, finalement? Mais je vous rejoins sur cette conclusion parce que, évidemment, je pense que tout est collectif. C'est pour moi une des clés de l'interprétation des phénomènes biologiques. Comprendre comment différents éléments s'influencent les uns les autres, prolongent les actions les uns des autres, sont en interaction, et comment ces différentes interactions finalement dessinent des processus. Je m'intéresse plus aux processus
qu'aux individus, mais je crois réellement qu'il y a peu de gens qui savent bien définir les frontières de l'individu. Et l'exemple de l'holobionte, c'est un beau cas de figure. On a l'impression, vous me regardez, vous voyez un être humain, mais où s'arrête exactement la frontière de cet être humain que vous voyez? Comme je suis peuplé de microbes qui en partie me construisent, qui me donnent mon énergie, me rendent anxieux, qui m'aident à garder mon sang bien dans mes vaisseaux, peut-être que les frontières de ma peau ne sont pas exactement les frontières de mon individu. Cette discussion, peut-être ça va être un petit peu plus technique, mais je pense que c'est important de l'aborder sur quelles sont les frontières. Vous l'abordez aussi à propos du gène. On entend toujours parler du gène comme si c'était une unité de fonction, une unité qui va coder une protéine. En fait, vous montrez que c'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas où commence un gène, où il finit. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect? Alors, c'est vrai qu'on a une notion très pratique, la notion de gène, qui nous permet à nous, les biologistes, de nous parler les uns aux autres. Mais les biologistes, en fait, derrière le même mot, en fait, pensent à différents types d'objets. Le gène, c'est une notion polysémique. Il y a le gène du généticien moléculaire qui n'est pas le même que le gène du phylogénéticien, qui n'est probablement pas le même que le gène du développementaliste. Et ça, c'est à la fois intéressant et pratique. Donc, ce que je raconte en fait dans le livre, c'est qu'il y a parmi les théories qui expliquent les gènes, des théories qui les voient comme modulaires, c'est-à-dire comme composées de parties, composées de morceaux, et éventuellement donc comme un Lego dont les pièces peuvent se réassembler au cours de l'évolution. Toujours à propos de gènes, vous soulignez l'importance de quelque chose qui est peu intuitif, là encore, ce qu'on appelle les transferts de gènes d'individu à individu. Alors, on a discuté, est-ce qu'on peut bien parler d'individu, mais d'une bactérie à une autre, des gènes peuvent passer. On avait l'impression, disons, on apprenait à l'école que les gènes étaient transmis verticalement, héréditairement. On reçoit les gènes, moitié de ses parents, des deux parents, pour le cas d'un mammifère, par exemple. En fait, il y a des transferts de gènes au sein même d'individus du même âge. Comment cela se passe, tout ça? Comment ça fonctionne? C'est une affaire de voisinage, c'est une affaire de véhicules. Nous avons des communautés plus ou moins denses. Dans notre intestin, ce sont des communautés microbiennes très denses, donc il y a des contacts entre les bactéries, et il y a des virus qui peuvent circuler d'une bactérie à l'autre, injectant de l'ADN dans les bactéries, mais emmenant avec eux, ces virus, également de l'ADN d'autres bactéries, donc ils servent de véhicules, ils font passer l'ADN d'une bactérie à l'autre. Il y a en fait une diversité de véhicules qui font circuler les instructions génétiques, et il y a également des mécanismes qui permettent aux bactéries de récupérer l'ADN libre dans leur environnement, parce que les cellules meurent, libèrent de l'ADN, et donc il y en a également à prélever. C'est intéressant de prélever de l'ADN, ça peut être une ressource énergétique, c'est du sucre, mais c'est également des informations, des instructions qui permettent de s'adapter à l'environnement, puisqu'elles étaient portées par des organismes qui vivaient dans cet environnement. Donc là, il y a une riche littérature de microbiologie qui décrit la diversité des véhicules pour faire bouger les gènes, ou permettant de faire bouger les gènes, et finalement les effets de ces voyages de gènes. Est-ce qu'on connaît aussi des transferts de gènes de ces bactéries qui peuplent par exemple l'intestin vers les cellules du corps humain? Ce ne serait pas un cas canonique. La biologie, telle qu'on la connaît, c'est les bactéries échangent des gènes avec des bactéries, également avec des archébactéries, qui sont deux grands groupes divergents en principe depuis très longtemps. Si on est dans une théorie d'un arbre du vivant, alors on a d'un côté les bactéries, d'un côté les archébactéries. Archébactéries, voulez-vous nous rappeler? Alors c'est finalement une des grandes branches des organismes unicellulaires qui est apparue il y a à peu près 3,5 milliards d'années, aussi âgée que les bactéries, peut-être même encore plus âgée pour l'âge des bactéries et des archébactéries. Et elles sont supposées diverger, sauf qu'en fait, elles continuent à échanger des instructions génétiques les unes avec les autres. Donc on a ici, ça c'est ce que nous dit maintenant finalement la littérature en microbiologie, des échanges de gènes entre des bactéries, entre des archébactéries, entre des bactéries et des archébactéries, des échanges de gènes entre virus également, et puis c'est débattu maintenant, y a-t-il également des échanges de gènes entre les organismes unicellulaires eucaryotes, ceux qui ont un noyau? Ça, c'est une question qui maintenant est ouverte chez les biologistes. Donc tous ces échanges de gènes ou d'ADN entre cellules sont des arguments qui vont contre la possibilité de construction d'un arbre, puisqu'avec l'idée d'un arbre du vivant, on hérite son patrimoine génétique de son ancêtre. En fait, là,
Ça dépend. C'est une manière de compliquer les scénarios. Ça dépend en fait à quel résultat, à quelle question on souhaite répondre. Les transferts de gènes, ces échanges d'instructions génétiques entre différents organismes, si c'est la biologie telle qu'elle est, il faut bien les décrire. Est-ce qu'on peut les décrire au moyen d'un arbre? Non, on ne peut pas les décrire au moyen d'un arbre. Est-ce que pour autant cela empêche de penser à certaines échelles avec un arbre en tête? Manifestement non, parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont ravis de reconstruire des arbres et de les analyser. Donc il faut être un peu nuancé. En fait, je suis pluraliste. Je pense que si on cherche à comprendre comment les instructions génétiques circulent, il faut un réseau. Si on veut faire de la systématique, si on veut essayer de trouver des grands groupes et essayer de les classer, on a une des manières de le faire qui est assez traditionnelle, qui consiste à s'appuyer sur un arbre. Ce qui est tout à fait frappant dans votre livre, et c'est aussi pour ça que son érudition impressionne, c'est que vous nous promenez à travers les différents niveaux d'organisation du vivant, depuis le niveau le plus moléculaire, le repliement des protéines, leur synthèse, etc., puis le niveau de la cellule, puis le niveau de l'organisme, etc. Mais est-ce que cela veut dire que les règles qui s'appliquent à ces différents niveaux d'organisation sont les mêmes, les lois sont les mêmes? Ce ne sont pas les mêmes lois, mais il y a une constante. Tout est collectif. Il n'y a pas une molécule qui s'en sort seule. Les molécules sont prises dans des réseaux d'interaction. Il n'y a pas une cellule qui s'en sort seule. Elles sont prises dans des réseaux plus larges. Réseaux, on a dit, de symbiose, réseaux d'interaction et également réseaux finalement qu'on pourrait qualifier de trophiques, d'écologiques. Et en fait, nous sommes membres de sociétés, etc., etc. À tous les niveaux, on trouve des réseaux. C'est un facteur, un vecteur d'unification de la théorie de l'évolution. Voilà quelque chose qui est commun à toutes les échelles de la biologie. En revanche, ce ne sont pas les mêmes entités, pas les mêmes éléments qui sont dans ces réseaux, mais on peut décrire une partie de l'évolution des molécules par des réseaux, on peut décrire une partie de l'évolution des cellules par des réseaux, on peut décrire une partie de l'évolution des communautés par des réseaux. C'est un outil très pratique. Alors dans l'histoire de la biologie, on observe qu'on a souvent cherché dans l'évolution des technologies de l'époque des métaphores pour essayer de comprendre le vivant. Je pense par exemple à François Jacob et Jacques Monod qui, dans les années 60, allaient chercher vers la cybernétique pour décrire la régulation des gènes, ce qui était à l'époque la cybernétique, ce qui avait de plus avancé en matière technologique. Et vous nous parlez de réseaux pour comprendre le vivant dans une époque précisément où l'on parle partout de réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous vous sentez inspiré, influencé par ces contextes? Je sais que le monde vivant est complexe. Quand je décide de devenir biologiste, c'est parce que je suis curieux. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut expliquer cette complexité? Et est-ce qu'on peut expliquer son histoire? Donc, l'idée qu'on puisse utiliser des modèles plus complexes pour décrire quelque chose qu'on sait être complexe est une idée qui me paraît pleine de bon sens. C'est pour moi non pas un effet de mode de se dire « Ah, mais tout le monde fait des réseaux, faisons des réseaux », mais ça me paraît plus précisément correspondre à ce que l'on comprend de la biologie. On a toujours su, nous les biologistes, qu'il y avait des interactions entre les différentes formes de vie. On a toujours vu que les êtres vivants existaient dans l'environnement. Maintenant, on commence à pouvoir le modéliser. Donc oui, il faut le faire. On serait en fait idiot de se dire « Oh, ce n'est qu'une mode, ne regardons pas le monde biologique avec ce prisme des réseaux ». Éric Batteste, merci beaucoup pour cet éloge de la complexité du vivant. Je rappelle le titre de votre livre, Tous entrelacés des gènes aux superorganismes, les réseaux de l'évolution, chez Belin. Et à bientôt sur Mediapart pour une prochaine édition de cette collection Science. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.